différence de la loi Pacte pour les résidents fiscaux israéliens, mais également et surtout pour les Français. Voilà. Donc, commençons d'abord avec un petit résumé de ce qui s'est passé en France en termes de retraite complémentaire et de l'épargne qui a été mise en place au fur et à mesure des années. Donc, on a commencé effectivement il y a assez longtemps. Cette épargne retraite est importante puisque tout le monde est à peu près au courant de ce souci qu'on rencontre. En France, on a une retraite par répartition et ça a très très bien fonctionné, mais petit à petit, le fait de commencer plus tard parce qu'on faisait des études, de finir plus tôt parce que Mitterrand est passé par là et historiquement la retraite était à 65 ans et en 81 elle est repassée à 60 ans, ce qui est sûrement très bien, je ne suis pas là pour juger, mais autant c'est bien au niveau humain, autant pour les régimes de retraite c'était assez catastrophique puisque c'est 5 ans de moins de cotisation pour 5 ans de plus de prestations. Et dans le même temps, les médecins ont tout fait pour qu'on vive plus, donc on ne va surtout pas s'en plaindre, mais il y a un vrai régime de retraite, un vrai problème avec ces régimes de retraite. Donc, très très tôt, les politiques se sont rendus compte qu'il fallait mettre en place, en plus des régimes par répartition, un régime par capitalisation. Voilà, elle est constituée à partir de versements périodiques la plupart du temps, et les sommes dans tous les régimes qui ont été mis en place étaient bloquées jusqu'au départ en retraite et ensuite transformées en rente viagère ou dans de très rares cas versées sous forme de capital. Alors, la première retraite complémentaire qui a existé a été celle des fonctionnaires. Je me suis permis de dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puisque le seul régime qui était possible à l'époque a été un régime qui s'appelle préfonds retraite. Alors, c'est de 1968, vous voyez, ça remonte à très longtemps. Les versements étaient évidemment déductibles fiscalement, d'où l'intérêt, et la sortie était en rente et évidemment fiscalisée. Ça, il faut que vous compreniez qu'en France, on est honnête au niveau fiscal, c'est-à-dire que l'impôt, on le prend ou à l'entrée ou à la sortie. Ce n'est pas les deux. Donc, dans la mesure où vous déduisez les versements, effectivement, ce qu'on peut percevoir en retraite complémentaire s'additionne à nos revenus de retraite obligatoires pour effectivement payer l'impôt. Ensuite, on a fait quelque chose de mieux pour les salariés. En 85, vous voyez, il s'est quand même passé 17 ans. Et c'était des articles 83 qu'on pouvait mettre en place dans les entreprises. Je dis qu'on pouvait mettre en place, que les chefs d'entreprise pouvaient mettre en place donc dans les entreprises. Même système, les versements étaient déductibles fiscalement et la sortie est évidemment en rente fiscalisée. À 1994, la création de la loi Madelin par Alain Madelin. Donc, effectivement, on trouvait tout à fait injuste, il trouvait tout à fait injuste que les chefs d'entreprise, donc les articles 62 du CGI et tous les libéraux et aussi les agriculteurs doivent dans un premier temps payer leurs charges, payer leurs impôts et avec ce qui reste, éventuellement, mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Donc, la loi Madelin a introduit la possibilité de déduire fiscalement, pas uniquement la retraite, mais déjà les cotisations de retraite et éventuellement aussi quelques régimes de prévoyance et de mutuelle qui étaient déductibles. Même principe, les versements sont déductibles fiscalement et la sortie en rente est fiscalisée. Voilà, l'attractivité de ce contrat était cependant modérée par une sortie en rente obligatoire. Ça n'a pas très bien marché, Madelin, mais enfin, on en a quand même fait beaucoup. Ensuite, il y a eu quelque chose qui a amélioré un tout petit peu. Avec la loi Fillon, en 2003, on a des nouveaux contrats qui s'appellent les PERP, plans d'épargne retraite populaire.
Et eux, ils ont une caractéristique, c'est qu'on peut, mes excuses pour l'atout, on pouvait sortir au moment de la retraite 20% maximum sous forme de capital et le complément sous forme de rente, que ce soit le capital ou la rente, comme toujours, fiscalisé au moment de la sortie. Et puis vient la loi Pacte. Donc, pour accompagner sa réforme des retraites qui n'a jamais vu le jour, Emmanuel Macron avait institué un certain nombre d'éléments, et dans la loi Pacte notamment, il y a la création du PER, où on a la possibilité toujours de versement déductible fiscalement, on a toujours la possibilité de sortir en rente fiscalisée et ou un capital ou un capital fractionné qui est évidemment fiscalisé. Donc, comprenez que vous versez pendant toute votre vie et puis on retrouve 150, 200, 300, 500 000 euros. Vous pouvez évidemment les récupérer en une fois, mais ça va coûter très, très cher, ou bien les récupérer par petits bouts au fur et à mesure pour remplacer une rente, mais avec cette forme de souplesse qui existe. Alors, moi, j'aime beaucoup les plans d'épargne retraite parce que comprenez bien que si les sommes sont placées correctement, on va arriver à servir sous forme de revenus le rendement de l'année. Et globalement, la différence par rapport à une rente, c'est que le capital n'est pas aliéné, on conserve son capital, on prend ce dont on a besoin, et ce qui est important, c'est que ce qui n'est pas consommé au moment du décès, encore une fois le plus tard possible, mais ce qui n'est pas consommé est transmis à la famille. Alors, petite chose qui n'est pas indiquée sur mon écran parce que c'est quelque chose que j'ai entreaperçu entre-temps, toutes mes excuses. En France, pour transmettre des liquidités, on a des contrats d'assurance vie. Et ces contrats d'assurance vie, la plupart du temps, parce qu'ils ont été versés avant 70 ans, rentrent dans un cadre fiscal qui les exonère de droits de succession jusqu'à 152 500 euros. Et puis après, il y a une tranche à 20% et ensuite une tranche à 31,25. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des prélèvements sociaux qui sont pris sur les contrats d'assurance vie. Donc, le contrat d'assurance vie est un formidable outil de transmission en France, mais il faut savoir quand même que sur les sommes qu'on a pu gagner avec les intérêts de ces contrats, eh bien, il restera toujours à acquitter les prélèvements sociaux de 17,2 à l'État français. Est-ce une coquille? N'est-ce pas une coquille? Dans le PER, c'est l'intégralité des sommes qui est transmise à la famille. Et il n'y a pas, même si on a gagné de l'argent avec, et c'est le but, avec son PER, il n'y a pas de prélèvements sociaux lors de la transmission du capital restant au moment du décès du propriétaire du contrat. Donc, c'est une grosse différence par rapport au contrat d'assurance vie et on n'est pas obligé non plus de retirer les sommes de son plan d'épargne retraite parce qu'il y a un vrai arbitrage. Peut-être faut-il les retirer d'une autre épargne car pour peu que ce contrat PER soit transmis au conjoint survivant, en France en tout cas, il n'y a pas de droit de succession depuis la loi TEPA sur le patrimoine ou sur les contrats d'assurance ou sur les contrats retraite dont le bénéficiaire serait le conjoint survivant. Voilà, donc le plan d'épargne retraite vient bousculer le marché de l'épargne retraite. Il se présente comme une enveloppe unique qui permet de regrouper tous les encours retraite d'un même adhérent dans un cadre aux règles de fonctionnement qui sont souples et qui sont harmonisées. Alors voilà la tête de ce contrat retraite, cet univers de retraite supplémentaire pour les TNS. Le PER est beaucoup plus souple que les contrats précédents parce qu'il n'y a aucune obligation annuelle de versement et il y a quelques cas de rachat anticipé et de sortie jusqu'à 100% du capital. Voilà à quoi ressemble le PER. Le PER, c'est une enveloppe unique qui permet de récupérer donc les fonds qui proviendraient de la préfonds, d'un article 83
je ne vous ai pas parlé d'épargne salariale, mais de PE et de PERCO, ça peut aller effectivement dans un PER, les contrats Madelin et les contrats PERP. Donc effectivement, le PER, c'est une poche unique et globalement, le législateur a prévu que si le contrat précédent avait plus de 10 ans, il n'y avait aucun frais de transfert. Si le contrat est plus récent, vous avez, en fonction des conditions générales des différents contrats, quelques frais. En général, c'est 1 ou 2% qui sont pris sur les sommes transférées sur le PER. Donc, un unique contrat pouvant recueillir les droits ouverts dans tout autre contrat de retraite et permettant une transférabilité totale de ces droits d'un PER à un autre. Il y a dans ce contrat retraite 3 poches. Une première poche pas très sympathique. Cette poche, la poche 3 qu'on appelle catégorielle, excusez-moi, je commence par celle-là, puisqu'elle est pour les salariés, et il faut savoir que les articles 83 continuent de sortir sous forme de rente. Par contre, tout ce qui provient des PERCO, ce qu'on appelle l'épargne salariale, les PERCO, l'intéressement et la participation peuvent ressortir en capital. Tous les versements individuels provenant des PERP, des Madelin, des Corem, des préfonds, de tous ces organismes-là, peuvent aussi ressortir sous forme de capital ou de rente. Alors que lorsqu'on est salarié et qu'on alimente son père avec un article 83, c'est une sortie en rente obligatoire. Alors, il y a une particularité maintenant, un petit peu spéciale, c'est que se passe-t-il pour les Olim Hadashim ou pour les Israéliens? Et en l'occurrence, je me suis beaucoup préoccupé de cela lorsque le père est sorti, donc en octobre 91, et on me prenait pour un fou dans les compagnies d'assurance, puisque on me disait, mais alimentez vos contrats et après on verra comment on sortira. On n'a pas encore tous les éléments, donc j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs compagnies. La première qui m'a répondu et avec laquelle je travaille le plus est Cardiff, puisque Cardiff s'est référé, a été cherché dans la convention fiscale franco-israélienne, convention en vue d'éviter les doubles impositions, etc., qui fait beaucoup de pages, signée à Jérusalem le 31 juillet 95, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit dans l'article 18, relatif aux pensions et aux retraites, que sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, donc on va le voir juste après, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant, donc l'un ou l'autre, donc là on est en train de parler d'un résident israélien, ne sont imposables que dans cet État. Donc, comprenez bien que si à un moment donné vous faites votre alia, vous ne devrez payer un impôt qu'en Israël. Il se trouve qu'en tant qu'Olim Hadashim, dans les 10 premières années, vous n'avez, dans les conventions israéliennes, notamment pour les Olim, vous n'avez aucun impôt sur des revenus qui proviennent de l'étranger. Donc, on a là quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on a une économie d'impôt à l'entrée. Si on alimente ces contrats pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, ou qu'on les a accumulés depuis des années, donc on a bénéficié d'économies d'impôt, on peut encore en bénéficier sur les quelques années où on est en France et où on paye de l'impôt en France. Mais par contre, quand on partira en Israël, on aura la possibilité de récupérer cette somme en ne payant aucun impôt et aucun prélèvement social à l'État français. Alors l'article 19, qui était quand même la petite exception, c'est les rémunérations publiques. Alors, voilà, je vous mets le texte, mais simplement ce qui est important, c'est de comprendre que si votre retraite a été acquise en étant un agent de l'État, en étant fonctionnaire,
vous payerez toujours vos impôts sur ces retraites en France. Voilà, donc c'est la seule exception. En l'occurrence, on n'a pas de gens dans ce cas-là, sauf certaines personnes qui ont travaillé. Donc, ils vont continuer de payer leur retraite, l'impôt relatif à leur revenu de retraite de fonctionnaire, ils la payeront en France. Mais par contre, les retraites complémentaires, elles, seront exonérées dans la mesure où on aura pris la précaution de les transférer vers un PER. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout. Je peux vous parler du PER pendant longtemps, mais l'essentiel est dit. Ce qu'il fallait surtout comprendre, c'est cet élément-là. Je vais vous montrer quand même un dernier point que je vais chercher. Excusez-moi. Ici, non, là. Voilà. Donc, voilà un courrier qui date du 26 août 2020. Donc, il m'a fallu Stéphane, pratiquement on ne voit rien. 9 mois. Excuse-moi de t'interrompre, mais on ne voit rien à l'écran. Ah, pardon. Donc, il faut que je récupère. Aïe. Alors, comment je fais pour récupérer tout ça? Stéphane, appuie sur la partie gauche du document de Cardiff. Là où je vois que c'est marqué Cardiff, appuie sur la partie gauche. Ah oui, ça y est. Je vois le document. J'ai retrouvé nouveau partage et on va partager cet écran. Pardon. Voilà. Nous y arrivons. Donc voilà, la loi Pacte, c'est le mois d'octobre. Donc il m'a fallu jusqu'au 26 août 2020. Donc je fais suite aux échanges de courriels entre votre cabinet Cardiff, notamment avec notre service juridique. Vous nous avez interrogé sur le traitement fiscal et administratif d'une sortie en capital de notre contrat Cardiff Essentiel Retraite pour un client résidant fiscalement en Israël. Une convention bilatérale, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aussi, en cas de liquidation du PER, en rente ou en capital, le résident israélien ne sera pas imposé en France, tant sur la partie capitale que sur la partie intérêt. Bien évidemment, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Concernant le traitement administratif, dans ce cas de figure, les documents à nous fournir sont les suivants. Alors, une demande de sortie en capital, formulaire Cardiff complété et signé, il n'y a rien de plus simple. Il voulait un formulaire CERFA 5000. C'est un petit peu compliqué à obtenir ce formulaire pour le faire viser en Israël, ou une attestation de résidence fiscale visée par l'administration fiscale israélienne. Ça, c'est très simple. Une pièce d'identité en cours de validité. Au début, il voulait un RIB dans un pays de l'espace économique européen. Je me suis insurgé puisque je leur ai expliqué qu'il était évident qu'on fermait tous les comptes pour ne pas avoir de problème avec l'État français qui pourrait arguer qu'on est toujours en France, et ils acceptent un RIB israélien. Donc globalement, on a vu tous ces éléments. Voilà, et je suis ouvert maintenant à vos questions. Donc, vous avez au moins une compagnie dont on a la certitude qu'il n'y aura aucun impôt lorsqu'on transférera les sommes de vos PER en Israël sur un compte à votre nom. Stéphane, il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, premièrement, il y a Alain qui demande est-ce que le PER est-il limité dans son montant comme les PERP et autres types de plans? Non, pas du tout. Le PER, c'est quelque chose. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais globalement, retenez que
en tant que salarié ou non libéral, vous avez 10% de vos revenus d'activité qui sont déductibles dans un PER. 10% des revenus de l'activité de l'année. Mais le PER permet de récupérer les diminutions fiscales, les économies fiscales qu'on n'aurait pas utilisées sur les 3 années précédentes. Donc, on a en fait l'année plus les 3 années précédentes. Et il se trouve que dans un avis d'imposition en France, en dernière page, on retrouve pour soi et pour son conjoint, et malheureusement, ce n'est pas indiqué pour les enfants, mais ça, il faut qu'on en parle parce que c'est très important, on retrouve les montants que l'État accepte qu'on diminue. Donc, dans la mesure où on reçoit ces éléments sur son avis d'imposition, on n'a aucun problème pour verser ces sommes, envoyer l'attestation et effectivement, l'État diminuera de ce que vous avez versé les montants qui étaient permis. On a des montants beaucoup plus importants en tant que libéraux puisqu'on est sur des enveloppes Madelin. Les enveloppes Madelin, globalement, pour des gens qui sont au-delà de 150 180 000 euros de revenus, on arrive à verser jusqu'à 72 000 euros par an en retraite. Donc, c'est des montants qui sont importants, mais qui ne sont pas illimités. Stéphane, il y a une question de Dominique. Elle demande comme ça, idem en cas de liquidation d'un PEE ou d'un PERCO. Je ne sais pas à quoi elle fait référence quand elle dit idem. Oui, c'est pareil. Non, ça, je sais que idem, ça veut dire pareil. OK. Non, mais elle a tout à fait raison. La seule chose, c'est que pour l'histoire de la fiscalité, je pense qu'il vaut mieux passer dans un premier temps par un PER parce que c'est balisé et que les compagnies d'assurance savent bien quelle est la fiscalité qui s'appliquerait. Dans l'hypothèse de la sortie d'un PERCO, je pense qu'il faudrait s'adresser à la compagnie d'assurance et voir quelle est sa réaction. S'ils acceptent d'envoyer l'argent en Israël sans faire payer le moindre impôt, on n'a pas de problème. Sinon, ça prendra quelques mois pour faire passer ces sommes-là dans un PER et avoir la certitude qu'il n'y aura aucun impôt à payer. OK. Et il y a Stéphane Medioni qui pose une question. Donc, en tant qu'OLIM, on bénéficie en fait d'une exemption de 10 ans. Et donc, il demande, y a-t-il intérêt à faire une sortie en capital ou en intérêt du PER réparti sur 10 ans? Écoutez, soit réparti sur 10 ans, soit en une fois, parce que c'est quand même beaucoup de travail et c'est beaucoup de papier, parce qu'il faut donner à chaque fois un certificat de résidence. Donc, en règle générale, tant que ces sommes-là, sont bien gérées et que vous n'en avez pas besoin, laissez-les sur un PER. Ce n'est pas l'élément principal de votre patrimoine. Mais si à un moment donné, vous décidez de récupérer ces sommes, je pense que, alors là, c'est une autre action, c'est qu'il faut envoyer cet argent dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg et à ce moment-là, vous en avez la disponibilité à tout moment. Voilà, mais les démarches pour sortir d'un PER nécessitent au moins une démarche qui est ennuyeuse vis-à-vis de l'administration israélienne, c'est de demander un certificat de résidence fiscale. Donc, à mon avis, c'est un petit peu ennuyeux de le demander chaque fois qu'on a 5 000 euros à récupérer. Voilà. Mais une chose est sûre, il faut avoir récupéré ces sommes avant la fin des 10 ans. Alors voilà, donc il y a Stéphane qui continue la question donc en disant, pour les enfants, les plafonds apparaissent. J'ai un exemple d'avis d'imposition sur les yeux où il y a des montants indiqués pour ma fille qui est rattachée à notre foyer. Magnifique. Alors c'est une nouveauté parce que je ne l'ai jamais vu. Ça me permet de vous parler du PER. Alors le PER pour les enfants, c'est la chose la plus géniale qui soit. En fait, le PER, on a la possibilité, le législateur a mis en place une possibilité de sortir, de récupérer son PER avant l'âge de la retraite pour l'acquisition de la résidence principale notamment. Évidemment,
il y a les cas de décès, il y a les cas d'invalidité, il y a des cas qui sont absolument dramatiques, mais dans les cas, il y a le dépôt de bilan d'une entreprise, donc effectivement, si on a mis de l'argent pour sa retraite, on va pas être SDF pendant 18 ans, 6 mois et 17 jours en attendant d'être à la retraite. Donc, il y a plein de cas de figure qui ont été mis en place par le législateur pour récupérer ces sommes. Une en particulier qui est l'acquisition de la résidence principale. Petit problème, si vous avez 150, 200 000 euros et que vous les récupérez en une fois en France, pour l'acquisition de la résidence principale, ça va faire des impôts dans une tranche marginale de 41 ou 45%. Donc, l'idée de récupérer une somme en donnant pratiquement la moitié au ministère des Finances à Bercy, ce n'est pas génial. Il se trouve qu'on peut souscrire un père pour les enfants. Même si les enfants ne gagnent pas d'argent, on a la possibilité de le faire sur 10% du plafond de sécurité sociale. C'est un plancher. Le plafond est à 41 000 et quelques. Donc, globalement, on peut verser par enfant 4 100 euros ou 4 136 euros par an. Et il se trouve que les enfants, à la fin de leurs études, quand ils vont éventuellement acquérir un bien, sauf s'ils le font à 40 ou à 50 ans avec des revenus d'activité importants, mais s'ils achètent un bien immobilier à une époque où ils n'ont pas ou peu de revenus, ils n'auront pas d'impôt à la sortie. Donc, les deux optimisations exceptionnelles de ce PER sont: je pars en Israël, donc pendant des années je déduis, et le jour où je pars en Israël, je ne paye aucun impôt, ou je reste en France, ou mes enfants restent en France, et j'ai déduit dans une tranche marginale d'imposition élevée pendant toute ma période d'activité, mais quand mes enfants récupèrent cet argent, ils peuvent acheter de l'immobilier et c'est un produit de bien meilleure qualité qu'un PEL ou qu'un Codévie ou que les petites choses d'épargne réglementée qu'on fait pour les enfants et où on a en règle générale des rendements, des rendements de l'ordre de 1%. Quand on est sur des enfants et qu'on a 7, 8, 10, 15 ans devant nous, on peut dynamiser ce PER et effectivement, en plus de l'économie d'impôt qu'on a récoltée, on va avoir une rentabilité de bonne qualité. On a des PER qui, notamment chez Cardiff, mais ce n'est pas le seul. Donc, je ne suis pas là pour faire de la pub. Je vous ai parlé de Cardiff uniquement parce qu'avec eux, le problème des Elim Pradachim est réglé. Leur service juridique est bien au courant et s'il y avait le moindre souci, je leur ressortirais le courrier. Voilà. Mais il faut retenir que pour les enfants, c'est effectivement très très bien. Et on peut verser, en plus de nos propres plafonds, monsieur et madame ont des plafonds. Il y a des plafonds non indiqués la plupart du temps pour les enfants et qui sont de 4 100 euros par an. Stéphane, il y a une question de Avi Lévy. Il demande que faire d'un petit contrat d'assurance vie de moins de 5 000 euros. Eh bien, on fait une bonne bouffe, un bon week-end. C'est rien. C'est que ce soit un contrat. Alors, voilà. Que vous dire? Avec 5 000 euros, on ne va pas aller loin. Donc, c'est une épargne qu'il faut conserver si on en a besoin, mais il n'y a rien de particulier à en faire. Je ne peux même pas vous proposer de le transférer au Luxembourg. Je suis un irréductible du Luxembourg pour plein de raisons. Je vous l'ai présenté à plusieurs reprises, mais fondamentalement, avec 5 000 euros, on ne peut pas faire grand-chose. Et de toute manière, réponse, Stéphane. Pardon? C'est la bonne réponse. Merci, Alain. Merci, je t'ai suffisamment saoulé avec le Luxembourg pour que tu me confirmes aujourd'hui que c'est la bonne réponse. Mais voilà, non, la bonne bouffe. La bonne bouffe et le bon week-end, c'est excellent. Il faut se faire plaisir, oui. Oui, oui. Et alors, donc, il y a Dominique aussi qui voudrait ta confirmation. Il vaut mieux liquider une fois en Israël plutôt qu'avant de partir. Ah, évidemment. Avant de partir, vous êtes français. Avant de partir, on va intégrer tout ce qu'il y a sur votre PER dans votre déclaration d'impôt.
Donc, bonjour, le dernier chèque ou le dernier virement à Bercy. Il faut attendre d'être en Israël. Et il faut attendre, à mon avis, un petit moment, parce qu'on ne fait pas le lendemain du jour où on est arrivé. Il faut vraiment que tout soit balisé. Et d'autant plus que je me rends compte maintenant que l'Alia, il y a des gens qui partent et qui, effectivement, ont tout laissé ici. Et puis, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui restent ici, qui continuent de travailler. On appelle ça l'Alia Boeing, ou qui, pour des raisons X ou Y, ne demandent pas à être résidents fiscaux israéliens immédiatement à leur arrivée en Israël. Il y a beaucoup de raisons. Chaque cas est particulier. J'en ai un, moi, qui est important, qui est de savoir si la grève va prendre. C'est pas facile de quitter un pays et de dire je vais m'acheter dans tel quartier un appartement. Et voilà, donc il faut vérifier. Je pense qu'il faut commencer par une phase d'adaptation, peut-être en location, vérifier qu'on se fait des amis, que la langue rentre bien, qu'on trouve un travail. Bon, quand on est retraité, c'est plus facile. Quand on a l'habitude d'y aller depuis des années et qu'on a des enfants sur place, on est persuadé que ça va fonctionner. Donc voilà, cette alia, ça prend souvent quelques mois, 1 an, 2 ans. Et puis à un moment donné, on coupe les ponts et on appuie sur la première partie de l'alia, c'est d'avoir son passeport. La deuxième partie de l'alia, c'est effectivement d'aller au consulat français, en Israël, de leur donner l'adresse en Israël et de leur dire c'est fini, je ne paye plus d'impôts en France, je suis résident israélien, voilà à quel endroit je vis. Et à partir du moment où vous avez fait cette démarche, effectivement, récupérer un PER, c'est tout à fait possible en exonération totale d'impôts et de prélèvements sociaux, puisque vous êtes vraiment israélien. Ce n'est pas le fait d'avoir un passeport israélien en plus d'un passeport français qui fait que vous ne payerez plus d'impôts en France. Alors, on va prendre une dernière question. C'est Stéphane qui nous l'a adressée. Je pense que c'est une question importante et pertinente aussi pour tout le monde. Si on ne travaille plus en Israël et qu'on n'a pas encore atteint l'âge de prendre sa retraite, peut-on liquider son PER? Eh bien non. Non, parce que c'est un produit de retraite. Donc, c'est un produit qui ne pourra pas sortir, sauf les cas particuliers, par exemple, l'acquisition d'une résidence principale. Donc, vous décidez d'acquérir une résidence principale en tant que résident israélien en Israël, ça va être un petit peu sportif, parce qu'on va devoir leur envoyer des documents pour prouver que vous contournez la loi, vous n'attendez pas l'âge de la retraite, et effectivement, vous êtes en train d'acquérir une résidence principale. Pour autant, je pense qu'avec des traducteurs, on doit arriver, et avec des courriers d'avocats, on doit logiquement arriver à le prouver à la compagnie d'assurance. Bon courage. Oui, c'est plus compliqué. J'ai dit que c'était sportif, mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Stéphane ce soir ou on peut clôturer la session? Si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment de le faire. À tu as une question, Alain, ou c'est bon? Bientôt. Non, c'était à bientôt. À bientôt. Ok. Alors, bon, on va clôturer la session. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Purim, une très bonne semaine et je vous enverrai l'enregistrement de la session et les coordonnées de Stéphane, comme d'habitude. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. À bientôt. Au revoir.